Bonjour, je vous ai fait une petite vidéo pour vous aider à apprendre à trouver une iléite, mais aussi à l'évaluer correctement en échographie en ayant l'ensemble des renseignements nécessaires. Alors, le cas clinique que je vous présente, c'est un patient âgé, 70 ans, qui a un Crohn connu depuis 10 ans, avec une coloscopie initiale qui montrait une sténose valvulaire complète, infranchissable. En entéro-IRM, l'iléon était atteint sur 20 cm. Il a eu un traitement anti-TNF en sous-cutané qui a été efficace avec une coloscopie de contrôle à 1 an où la sténose s'était ouverte, permettant le franchissement avec un appareil pédiatrique. Il n'y avait pas d'activité muqueuse idéale lors de cette contrôle. 2 ans plus tard, il fait un épisode subocclusif nécessitant l'optimisation de l'anti-TNF qui a été efficace et puis il part à l'étranger, il arrête son traitement et il revient de nouveau avec un syndrome de Koenig important, une dilatation à ce moment-là du grêle à 28 mm sur une iléite qui est évaluée à 15 cm et l'anti-TNF optimisé est repris et je vous montre l'échographie de contrôle à 3 mois. Alors je vous rappelle comment on trouve l'iléon, la position de la sonde. Vous voyez, ça c'est donc une sonde en basse fréquence, on commence l'examen en basse fréquence et vous voyez les mouvements qu'il faut faire en fosse iliaque droite. Donc vous allez initialement ici, là, retrouver le côlon droit sous forme en général d'une bulle gazeuse et puis vous descendez jusqu'à l'épine iliaque en essayant de modifier l'orientation de votre sonde pour essayer de trouver l'axe de votre iléon. Vous voyez, c'est des petits mouvements très lents de façon à suivre les structures anatomiques que vous avez sur l'écran avec, en général, on retrouve ici à cet endroit-là le muscle psoas iliaque qui est le repère essentiel. Alors, je vais vous passer la vidéo et je vais vous laisser la regarder. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez la bulle d'air à gauche de l'écran, donc à droite du patient, qui est donc son côlon droit. Et je vous laisse voir ce que donne le balayage en sonde à haute fréquence. Alors, je vous laisse regarder cette image, essayez de voir si vous trouvez quelque chose. Alors, regardez bien. Voilà, le balayage. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir? Ben, vous voyez, sur la droite apparaît une structure canalaire un peu compliquée. Elle est difficile à voir. Pourquoi? Parce que c'est un Crohn très ancien. Et vous voyez, c'est une iléite ancienne qui est probablement en grande partie fibreuse. Et ce qui est difficile, c'est que vous avez cette musculeuse là qui est très irrégulière. Il n'y a pas d'inflammation de la graisse péridigestive, donc elle est isoécogène. Vous voyez qu'elle a la même couleur sur l'ensemble de l'image. Il y a donc moins de contraste, puisque vous savez que plus la graisse péridigestive est inflammatoire, plus elle est blanche. Et donc plus elle augmente le contraste avec l'anse, c'est plus facile à voir. Vous voyez, quand les iléites deviennent anciennes, ça peut paraître difficile. Alors, si vous en avez la disponibilité, et c'est là où c'est important, il est important de refaire cet examen avec une sonde à haute fréquence. Vous voyez que en haute fréquence, on a donc beaucoup moins de profondeur, mais vous voyez que là, on retrouve nos 3 couches. Finalement, cette iléite, elle est moins indifférenciée que ce qu'on pensait. Vous voyez un gaz qui passe, donc c'est mobile. Il n'y a pas d'occlusion, mais quand même, ça bouge pas beaucoup. Les gaz ont du mal à passer. Et là, en Doppler, vous voyez qu'en ayant baissé, donc comme je vous l'ai dit, la sensibilité du Doppler, on a beaucoup de mal à visualiser la moindre activité inflammatoire dans cet anse iléal, ce qui sera vrai à peu près sur la totalité de la teinte. Vous voyez qu'il est très difficile d'identifier des SPAC. Alors, une fois qu'on l'a trouvé, qu'on sait que c'est l'iléon, vous voyez, il faut le dérouler. Ça, c'est difficile. Il faut suivre l'axe de l'anse. Vous voyez, j'essaye de dérouler cette anse tout doucement. Vous voyez que la paroi reste épaissie. Ici, on est dans un virage, donc je fais une rotation de la sonde pour essayer de retrouver un axe. Et là, un point important dont je vous avais déjà parlé, vous voyez, l'anse s'enfonce, donc l'image devient de moins bonne qualité. Regardez le petit triangle à droite, il bouge, c'est la focale. Vous voyez qu'en baissant votre focale, toujours adapter la focale à l'endroit que vous regardez, on est meilleur. Et vous voyez que là, la paroi n'est pas épaisse et on a 17 mm de distension. Donc on va essayer de remonter, de dérouler cette anse. Vous voyez qu'on va repartir dans l'autre sens. Voilà, notre 17 mm est là. Et on va essayer de trouver mieux, on va essayer de suivre cette anse. Et là, on va avoir de la chance, on va trouver une fenêtre. Vous voyez que là, on voit beaucoup mieux la fenêtre d'amont. Et vous voyez que là, clairement, il y a une stase liquidienne sur une anse qui a une paroi normale, mais qui a par contre 21 mm de distension, ce qui est anormal.
Ce patient est donc toujours en subocclusion. Vous voyez, on essaye de suivre ses anses et on arrive assez bien à les suivre à condition d'aller doucement. Alors, comment on caractérise? Il va falloir faire son compte-rendu. Alors, quels sont les items importants? Le premier, c'est la paroi, l'épaisseur de la paroi qui reste de loin le marqueur le plus fiable de l'activité. Et vous voyez que sur les différents segments que j'ai mesurés ici, la paroi est entre 2,9 et 4,9 mm. Vous savez que la normale à peu près acceptée par tout le monde est 3 mm. Certains disent que c'est même probablement plus 2 mm en haute fréquence, quand on voit très très bien. Mais en tous les cas, on voit bien que toutes ces parois sont anormales. Et pour mesurer cette longueur, là, c'est plus difficile. Il faut que vous fassiez segment par segment. Vous arrivez à aligner un segment, vous le mesurez, vous voyez, comme dans la diapositive en haut à gauche. Donc sur 46 mm, on est à peu près droit. Puis après, je pointe le point distal, je reprends le point distal, j'aligne le segment suivant que je mesure également, puis je recommence sur la troisième diapositive à droite, et je retrouve de nouveau une autre longueur. Là, il y avait un virage, et là, je me retourne et je retrouve encore une longueur d'environ 29 mm. Vous voyez qu'au total, en additionnant l'ensemble de ces atteintes, j'évalue la longueur à 14 cm. Enfin, sur le Doppler, vous voyez dans toutes les diapositives que je vous montre, même en baissant la sensibilité, hein, comme je vous l'ai dit, il faut que la sensibilité du Doppler soit très basse en énergie pour faire du Doppler digestif. Vous voyez qu'on a très peu d'images de Doppler. On a une petite image sur la diapositive du milieu en haut, vraiment très limite. Et puis en bas, ce qui est très intéressant, vous voyez que quand vous avez baissé la sensibilité du Doppler, vous avez très souvent des parasites parce que les anses bougent. Et comme votre sensibilité est très basse, ça, ce sont typiquement des parasites que vous voyez sur la diapositive en bas à gauche. Autrement dit, l'effet Doppler est quasiment nul sur cette exploration. Alors pourquoi c'est fondamental? Vous savez qu'il y a une étude qui a tout changé sur les iléites sténosantes, c'est l'étude créole du GTED, et qui vous donne les facteurs pronostiques d'efficacité du traitement. Et vous voyez que dans ces facteurs pronostiques, on peut, même avec simplement une échographie, quasiment tout faire. Donc mon patient n'avait pas d'immunosuppresseur, donc il est à 0. Le score d'activité était assez faible chez lui, il avait un Koenig modéré, donc 0 aussi. Ses symptômes durent maintenant depuis plus de 5 semaines. La sténose, je l'évalue à plus de 12 cm. Le diamètre proximal, c'est important. Au début, il était un peu limite, presque à 29. Là, il est retombé à 21, donc il a 1 point. Et le rehaussement au temps tardif, qui est un signe d'IRM en T1 tardif, peut être comparé à l'effet Doppler en échographie. Et vous voyez que là, je n'ai pas d'effet Doppler, donc il n'a pas de rehaussement. Enfin, il n'a pas de fistule, donc il a juste 2 points. Et vous voyez les scores de succès du traitement. Clairement, je suis dans la plus mauvaise statistique, puisque mon patient ayant 2 points, il a une efficacité des anti-TNF à terme qui est extrêmement faible, aux alentours de 6%. Vous voyez que probablement ce patient devrait être opéré. Alors, en conclusion, toujours commencer l'examen en basse fréquence. Vous avez besoin de la profondeur pour voir l'ensemble de l'abdomen. Je vous rappelle que le grêle se voit aussi à distance, notamment dans l'hypochondre gauche et dans la fosse iliaque gauche. On arrive à voir du grêle très facilement. Il faut toujours faire aussi de la basse fréquence sur l'iléon terminal parce qu'il y a des anses profondes qui plongent dans le pelvis. Et puis enfin, c'est en basse fréquence qu'on voit au départ les fistules et les abcès. Et puis, si vous pouvez, franchement, l'examen en sonde à haute fréquence est de loin le meilleur. C'est là où vous aurez des vraies mesures d'épaisseur de la paroi, un signal Doppler fiable, et je vous rappelle que ce sont dans toutes les études les marqueurs d'activité de loin les plus fiables qui vous permettent de surveiller vos patients. Il faut que vous passiez du temps pour dérouler votre anse idéale, qui est souvent sinueuse. Vous voyez, vous faites par segment, et vous arrivez à mesurer à la fin la longueur d'atteinte. Bien entendu, l'examen de référence reste l'antéro-IRM, mais l'échographie immédiate vous permet de faire le diagnostic d'iléite d'emblée et le diagnostic d'occlusion aussi ou de subocclusion. Et puis surtout pour le suivi, les lésions, une fois que vous les avez identifiées, sont très faciles à suivre et c'est très reproductible. Donc je vous conseille de continuer à vous entraîner sur tous les patients que vous avez, et notamment lorsque vous avez un autre examen, que les lésions sont repérées. Apprenez à les voir en échographie, vous finirez par vous faire une idée claire de toutes ces images
qui vous permettront de devenir efficace en échographie. Voilà, je vous remercie.